La paresse, C'est fait. la colère, C'est fait. l'avarice, C'est fait. C'est quoi le prochain? c'est l'orgueil. Tu vas avoir besoin de ceci. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Dorian Gray, le mec aux 50 nuances? Non, le type au portrait. C'est en 1890 que Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nous sort son roman le plus connu. Et quand je dis le plus connu, c'est surtout parce que c'est le seul, Oscar ayant été bien plus prolifique dans ses pièces de théâtre. Donc on va revenir sur le bonhomme. Oscar est né à Dublin, second enfant d'une famille de 3 rejetons, dont William Wilde, qu'on devait sans doute surnommer Oui Oui, malgré le fait qu'il n'avait pas encore de voiture jaune pour traverser la ville comme un éclair. Je vous laisse chercher cette référence. Et une sœur Isola qui malheureusement mourra à l'âge de 9 ans d'une méningite. Un décès qui marquera profondément Oscar, qui lui dédiera le poème Requiescat. Oscar fera ses études sur les bancs du Trinity College de Dublin, où il partagera sa chambre avec son grand frère, qui se voyait déjà exercer au barreau, et qui finira comme simple journaliste. Ça c'est con. Mais on peut noter que William se liera d'amitié avec un de ses camarades de classe, Bram Stoker, l'auteur d'un certain conte, comme les frères Grimm. Non, un conte, de comté, comme le fromage. Bref, une amitié va donc commencer entre les deux familles. Oscar, lui, il en profitera pour courtiser une certaine Florence Balcombe. Sauf qu'en 1878, Florence, elle épouse Bram. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Alors oui, ça va affecter Oscar, mais il en résultera surtout des petites piques ici et là entre les deux hommes. En somme, il a le seum, mais c'est de bonne guerre. Par contre, là où il va galérer, c'est bien dans l'écriture, puisque ses premiers poèmes ne reçoivent pas le succès escompté. On finira même par dire que si le poète est Wilde, la poésie est apprivoisée. Il faudra attendre 1882 pour que tout change pour notre homme. En effet, à cette époque, ça fait déjà 1 an que la pièce Patience de Gilbert et Sullivan cartonne sur les planches et qui se moque des esthètes avec le personnage de Bunthorne, qui serait inspiré de notre Wilde, sauf qu'en réalité, il y a peu de chance. Parce que, comme on l'a dit, Wilde, à ce moment-là, il n'a pas vraiment le vent en poupe, et donc c'est potentiellement d'autres personnes qui ont inspiré le personnage. Mais il a quand même eu le nez fin dans cette histoire, puisque l'impresario de la pièce, Richard Doyley Cart, est également celui d'Oscar, et il se prépare justement une tournée aux États-Unis pour présenter la pièce. Et vu que le public états-unien n'allait pas spécialement comprendre la satire de ces pratiquants de l'esthétisme, quoi de mieux que de leur en montrer un en chair et en os en la personne de Wilde. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce n'est qu'à partir de là qu'il se fera un peu plus connaître, débutant en tant que journaliste avant d'enchaîner sur les contes pour enfants et autres petites nouvelles. Le tout jusqu'en 1889, où le rédacteur en chef du Monthly Magazine of Lippincott était à la recherche de nouvelles nouvelles à publier dans son journal. Il organise donc un repas avec Wilde et un autre auteur un peu connu du nom d'Arthur Conan Doyle. C'est cela, je vous ai entendu parler de lui, louer sans fin ses mérites. Et si Doyle lui apportera assez vite le signe des 4, la seconde aventure de son célèbre détective, Wilde n'apportera son manuscrit que 7 mois plus tard. Et si le manuscrit plaît à Stoddart, ce n'est pas pour autant qu'il est publiable. Faut toujours retravailler un roman. Dans le cas présent, on est plus sur de la censure, notamment sur des passages qui parlaient de l'homosexualité, mais également des références au mot maîtresse et au livre Le secret de Raoul. Sauf que là, je sais pas bien pourquoi. Le livre est peut-être problématique? Ben non, justement, il n'existe pas, c'est un livre fictif d'un auteur fictif. Quoi qu'il en soit, et à l'insu de Wilde, c'est pas moins de 500 mots qui seront supprimés. Ouais, je suis le premier étonné que la version finale soit cohérente, oui. C'est donc le 20 juin 1890 qu'est publiée l'histoire pour la première fois, avant de sortir en roman 1 an plus tard. Et Wilde va non seulement garder la censure de Stoddart en se censurant encore plus, mais il va aussi allonger le récit, le faisant passer de 13 à 20 chapitres, en rajoutant certains personnages assez centraux à l'histoire. Et même avec tous ces changements, à sa sortie, le roman sera reconnu comme ayant violé les lois de la moralité publique et jugé obscène par beaucoup de gens. Ce qui n'empêchera pas le livre d'être classé en 2014 comme l'un des 100 meilleurs romans anglophones.
Le passé de Dorian est très nébuleux, car quand on le rencontre pour la première fois, il tourne autour des 18 ans et on a très peu d'infos sur d'où il vient. On lui connaît quelques membres de sa famille, que ce soit son grand-père, dénommé Lord Kelso, Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se fout de ce que vous dites? Bob Kelso, enchanté. ainsi que sa mère, la fille de Kelso, Enfin, fillette, grandissez un peu. Lady Margaret Devereux. Et entre les deux, la relation n'est pas au beau fixe, parce que Margaret, elle a courtisé quelqu'un, sinon elle n'aurait pas eu d'enfant déjà. Et ce quelqu'un, ben on sait pas qui c'est. Quand j'ai dit que c'était nébuleux, c'est un brouillard à couper au couteau. La seule information sur le bonhomme, c'est qu'il était un subalterne d'un régiment, ce qui fait que niveau prestige, on n'était pas bien haut. Du moins, c'est ce que pensait Lord Kelso. Absolument hors de question. Maintenant, va me faire un sandwich. De toute façon, il n'aura pas trop à s'en faire, puisque, lors d'un voyage dans la merveilleuse ville de Spa, le subalterne rencontra une terrible destinée qui l'amena à sa mort. Parce que l'eau, ça tue, je l'ai toujours dit. Non, il va se faire malencontreusement tuer par une bande de malandrins qui passaient par là. Ah, ça, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Oui, enfin, il n'est pas tant question de malchance que de pièces sonnantes et trébuchantes déposées dans leur poche par le susnommé Kelso. Salut les enfants, ça roule? Ah oui, méchant le monsieur. Suite à ça, Madame Devereux, elle va moyen apprécier le décès de son mari et l'implication de son père dans le processus, en mourant de chagrin l'année suivante, laissant le pauvre Dorian orphelin. Enfin, orphelin oui, pauvre pas tellement, parce qu'il va avoir plusieurs maisons, et un beau pactole de pièces tout aussi sonnantes et trébuchantes. Mais vu qu'il a perdu ses 2 parents, est-ce que ça lui donne des points héros? Pas exactement. Parce que son comportement n'est pas vraiment celui qu'on pourrait attribuer à un héros, même s'il commence sa vie avec énormément de naïveté et d'innocence. Mais la plus grande caractéristique qu'on peut lui trouver, c'est sa beauté, étant ce qu'on pourrait appeler un modèle parfait. Et c'est d'ailleurs de modèle qu'il va servir, on verra ça un peu plus tard. Cependant, notre protagoniste possède 2 facettes. S'il semble au premier abord doux comme un agneau, au second abord il peut se montrer profondément jaloux, et la pire forme de jalousie qu'il existe, jaloux de lui-même. Comment est-ce qu'on peut être jaloux de soi-même? En fait, il est jaloux de ce que l'on essaye de fuir durant la moitié de notre vie, et de récupérer l'autre moitié, notre jeunesse. Ainsi, alors qu'il a toujours 18 ans, il s'imagine déjà vieil homme à regretter le lui parfait d'antan. En gros, ben il a de l'orgueil. Hey, il l'a dit, il l'a dit. Et cette dualité va se ressentir tout au long de la vie du personnage, qui va tantôt tuer quelqu'un involontairement, et tantôt commettre un crime atroce sans le moindre remords. Ok, là va falloir un peu de contexte. Bon, du haut de son jeune âge, Dorian va tomber amoureux de Sybil Vane, une jeune actrice jouant dans un petit théâtre de quartier, et, on va le dire, la seule qui sait réellement jouer dans la troupe. Et Dorian est tellement sous le charme de la belle qu'il s'apprête à la demander en mariage, ce qui ravit la demoiselle et la pousse à mal jouer sur scène. Ce qui ne ravit pas du tout le dandy. En réalité, le talent de Sybil lui venait de son jeune âge et de son inexpérience de la vie. En gros, si elle jouait aussi bien Juliette, c'est parce qu'elle n'avait jamais connu l'amour elle-même. J'espère que son histoire ne s'arrête pas de manière aussi tragique. Or, les sentiments de Dorian à son égard étant réciproques, elle est aussi pour la première fois amoureuse, et jouer l'amour sur scène lui semble désormais vain. C'est donc par amour qu'elle donne des prestations aussi exécrables. Pour me prouver votre amour, Oui, faites ce qu'il y a de pire pour vous. de pire. Que voulez-vous dire? Et c'est à ce moment que Dorian se rend compte qu'il n'aimait pas tant Sybil que Juliette. Enfin, la Juliette interprétée par Sybil. Il se voyait déjà dirigeant un grand théâtre en mettant son épouse en haut de l'affiche, et accueillant les centaines de Londoniens qui se bousculeraient devant les portes. Sauf que tout tombe à l'eau et sans aucune forme de procès, il la rejette et rentre chez lui, ce qui amènera au suicide de Sybil Vane. Ah bah si, elle finit comme Juliette. Et le meurtre? Le meurtre, on en parlera plus en détail après. Mais par contre, on pourra aussi parler d'Alan Campbell, un vieil ami dont les actions de notre orgueilleux mèneront également au suicide. Et si celui de Sybil le touchera profondément, celui d'Alan lui donnera comme simple réaction un truc du genre « Oh, on s'en fout. » Au-delà de son orgueil, Dorian est aussi un passionné par énormément de sujets. On peut notamment noter la communion catholique romaine, le mysticisme et les doctrines matérialistes du darwinisme allemand. C'est une catégorie très précise. Et toutes ces philosophies de vie semblent ne pas le convaincre. Donc il va se pencher sur les parfums. Je sais pas le rapport entre les deux.
mais il les fera lui-même. Et vu que le résultat ne sera pas plus probant, il passera alors à la collection d'instruments de tout horizon et de tout temps, organisant des concerts dans son appartement au détriment de ses voisins. Mais ça va bien, non? Vous avez vu l'heure qu'il est? Et quand il en aura marre, il passera aux pierres précieuses. Ce type change de passion comme de chemise. En résumé, à l'instar du Docteur et de son alter ego le Mister, Dorian possède à la fois la forme juvénile, représentant l'innocence, mais aussi une forme intérieure, beaucoup plus sombre. Ainsi, la populace a un avis tout aussi tranché sur notre homme. D'un côté, ceux qui voient sa beauté et qui le considèrent comme ne pouvant être qu'une bonne personne, et ceux qui voient ses actions et qui préfèrent quitter la table quand ils croient cet odieux individu. Et personne ne représente mieux ces deux facettes que ses deux amis les plus proches. On connaît tous cette image du petit ange et du petit démon sur les épaules de bon nombre de personnages de fiction. Que ce soit dans Black and White, dans Endiablé, dans Spawn, et dans le portrait de Dorian Gray, ils vont être représentés par deux hommes, Henry Wotton et Basil Hallward, qui vont influencer durant l'intrigue la vie de leur ami commun. Lord Henry Wotton, qui est souvent appelé par le diminutif Harry, est un homme aux nombreuses idées préconçues. Mais bizarrement, des idées qui ne font pas tant que ça l'unanimité. Eh mais Henry et Harry, ça fait le même nombre de lettres. En réalité, elles sont surtout là pour choquer le monde qui l'entoure. Le tout avec ce flegme anglais si caractéristique qui donne l'impression de tout prendre par-dessus la jambe. Je dis, j'aimerais bien que le voisin parle. Par exemple, pour lui, un livre ne peut pas être immoral. Car s'il dérange, c'est qu'il ne fait que renvoyer au monde sa propre honte. Et quand on sait dans quel état a mis le livre qu'il a offert à Dorian, on peut difficilement lui donner raison. Parce que c'est là le souci de ces phrases toutes faites. Elles sont extrêmement naïves, et la majeure partie du temps, Henry lui-même ne sait pas exactement de quoi il parle. Tiens, on dirait les gens qui argumentent sur les réseaux sociaux. Il est également un peu égoïste, ce qui importe c'est son plaisir avant tout, et il se soucie fort peu de ses amis. La disparition de l'un d'entre eux, son meilleur ami depuis l'université en plus, ne semble pas l'attrister plus que ça. En fait, tout pour lui n'est que passade, et lorsqu'un jouet ne lui plaît plus, il le jette et en prend un nouveau. Ce qui a été suffisant pour que je me réjouisse de son décès le mois dernier. La seule exception à la règle semble être Dorian Gray lui-même, avec qui il entretient cette amitié durant plusieurs années, sans jamais s'en lasser, et en influençant bien au passage le jeune homme. D'ailleurs, si on avait encore des doutes sur la méchanceté du personnage, il considère lui-même qu'influencer quelqu'un, c'est lui insuffler un peu de son âme. Et il va passer tout son temps à le façonner à son image, voire à en faire un être meilleur. Meilleur, ça reste encore à voir parce que le comportement de Henry est aussi en contradiction avec ses actions. Une sorte de « faites ce que je dis mais ne dites pas ce que je fais », mais dans le sens inverse. Puisque s'il va pervertir Dorian petit à petit, lui en revanche reste une personne assez droite dans ses bottes. En réalité, hormis son attitude, il ne fait rien de réellement mauvais durant sa vie. Il fait partie de la haute société, il va à l'opéra et a des repas interminables avec d'autres nobles, mais il ne fait rien de sordide. Il ne tue personne, volontairement ou involontairement, contrairement à son disciple. Au final, à l'instar de Dorian, il possède également deux facettes, celle d'un homme simple et propre sur lui, mais qui, intérieurement, a une âme beaucoup plus sombre. La seule façon de se délivrer d'une tentation est d'y céder. Et si on a en Henry l'avocat du diable, on a celui de Dieu en la personne de Basil Hallward, le peintre qui a découvert Dorian durant ses jeunes années. Basil, c'est l'homme un peu naïf qui voit le bon en chaque personne. J'ai confiance en tout le monde. C'est un idéaliste, mais qui a du mal à voir qu'il est un homme bon dans un monde relativement mauvais. Autant dire que Dieu n'a pas choisi le meilleur avocat. Eh ben, en réalité, ce sera ma première expérience en matière de procès. Il croit par exemple en des valeurs très particulières, telles que la beauté, la vérité et l'amour, mais sans forcément être capable de les reconnaître. Ainsi, il va faire le lien entre la beauté de Dorian et le fait qu'il ne peut pas être mauvais, parce que les gens beaux, ils ne peuvent pas être méchants. Alors que les moches, on est clairement là devant le principe de discrimination faciale. Le principe de quoi? Le délit de sale gueule. Non mais ça va, oui, la censure. Le réel problème de Basil, c'est qu'il est un artiste et que l'art obscurcit son jugement. Il ne vit pas par l'art, il ne vit pas pour l'art, mais il veut que la vie soit de l'art, dans lequel beauté est synonyme de bonté. Prenons un exemple. Personnage gentil, personnage méchant. Ben, il y en a clairement un des deux à qui on ferait beaucoup plus confiance dès le départ. Et l'autre est plombier.
Et il a du mal à concevoir que dans notre monde, ce n'est pas toujours le cas, ça l'est même rarement. Ainsi, même s'il n'est pas toujours d'accord avec Henry, il ne pourra pas imaginer une seule seconde son autre personnalité et l'influence néfaste qu'il a sur leur ami commun. Et si Henry pensait qu'influencer quelqu'un c'était lui donner un peu de son âme, Basil pense exactement la même chose, mais pour la peinture en général. Ainsi, quand un peintre dessine un portrait, il ne dessine pas tant le modèle qu'une représentation de lui-même, et de ce qu'il est intérieurement, de son âme. Ok, on a nos deux combattants. Qui est-ce qui gagne à la fin et qui ramène le gamin à la maison? C'est Lord Henry. Ah, donc le mal a triomphé. Alors, oui et non, disons que Basil a eu du mal de gagner pour cause de décès. Ouais, c'est vrai que ça rend la victoire difficile dans ce cas-là. Et il va être tué par Dorian lui-même dans un accès de rage après une discussion qui va très vite escalader. Vous voyez ce tableau? Oui, je le vois. Eh bien, crève. Ah oui, donc bien triomphé le mal. C'est encore un peu plus compliqué que ça, car même si Basil va être tué et son corps dissous, et dissous c'est pas cher, ça n'empêchera pas Dorian d'avoir des remords et de finir par se détacher petit à petit d'Henry pour devenir un homme meilleur, même s'il n'aura pas spécialement le temps d'en arriver là. Si le roman porte le nom du portrait de Dorian Gray, c'est qu'il est bien question de peinture dedans. Comme je l'ai dit dans la première partie, Dorian a servi de modèle, et comme je l'ai dit dans la seconde, Basil était peintre. Et normalement, il y a une corrélation qui devrait se faire entre les deux. Ils sont tous les deux fans d'opéra. Non, Basil a fait des peintures de Dorian. Alors, on ne sait pas exactement combien, mais il nous la peint sous toutes les coutures, que ce soit celle d'un empereur romain ou d'un chanteur d'opéra. Ah bah tu vois qu'il était bien question d'opéra dans ton histoire. Oui mais c'est pas le propos. N'empêche, j'avais raison. Et parmi tous ces tableaux, celui qui va nous intéresser, c'est le dernier. Un magnifique portrait plus vrai que nature. C'est ce tableau qui lui fera prendre conscience que le temps aux plus belles choses se plaît à faire affront et qu'il sait faner les roses autant qu'il lui ridera le front. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et en voyant ce tableau, il émettra un souhait tout aussi stupide que le roi la dernière fois, à savoir que le tableau vieillisse à sa place. Et son souhait va être exaucé. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? 3. Petit, tu viens d'utiliser le premier. Pop, brigade des plot holes, par quel miracle ceci est arrivé? Je sais pas, il y avait sans doute le démon de Faust qui passait par là et qui a pris sa demande pour argent comptant. J'ai encore moins bien compris avec la réponse. Les deux histoires sont à peu près similaires, à un tel point qu'il y a de fortes chances que Wilde s'en soit inspiré. Donc le portrait va commencer à vieillir à la place de Dorian, mais pas seulement, puisqu'il va également se changer petit à petit, suivant les vices que notre bon jeune Dorian va enchaîner par la suite, en commençant par les remords. La première transformation du tableau se fait après que Dorian ait rejeté la jeune Sibylle et avant de savoir qu'elle avait emprunté un chemin favorable vers son décès prématuré. Ainsi, la méchanceté de son acte et les remords qu'il en a ressentis juste après ont enlaidi le tableau, lui donnant cet horrible mou. Parce que, rappelez-vous, dans ce monde, être beau, c'est être bon, et faire la moue, pas la guerre, c'est être moche. Et ce tableau, il va rendre notre Dorian assez schizophrène, étant à la fois fasciné par cette jeunesse, ayant trouvé l'une des meilleures fontaines de jouvence qui existent, mais aussi plongé dans une immense paranoïa, des fois que quelqu'un viendrait avoir son âme. Enfin, ça c'est quand ça l'arrange. Basil, j'ai quelque chose à vous montrer. Oui, quoi donc, Dorian? Votre tableau que je tiens caché depuis des années, celui sur lequel j'ai toujours voulu poser un dernier regard et dont vous m'aviez affirmé qu'on vous l'avait volé, celui-là même. Je n'ai plus envie de le voir. Eh bien, ça tombe bien, je n'ai plus envie de vous le montrer. Eh bien, du coup, il faut que j'y jette un œil. Alors, soit on est dans un cas extrême de psychologie inversée, soit aucun des deux ne sait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est après avoir vu le tableau que Basil va mourir, tué par Dorian qui lui en voulait d'être victime de cette terrible malédiction. Mais si c'est lui qui a fait le vœu, pourquoi ce serait l'autre qui serait responsable? Parce que c'est plus facile d'accuser les autres. Habile. Mais si le tableau va permettre pendant plus de 10 ans à notre héros de vivre dans la débauche la plus totale, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas avoir une rédemption. Et cette rédemption, elle va lui venir grâce à James Vane.
le frangin de Sibyl qui est revenu d'Australie pour venger sa frangine et qui va menacer Dorian de son arme. Oui, il lui a fallu 10 ans pour le faire, mais tout vient à point à qui s'est appuyé sur la détente. Wow, 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 brigade des plot holes, il se passe quoi si on lui tire dessus? Est-ce que c'est le tableau qui prend la balle? C'est jamais vraiment expliqué comment le tableau fonctionne sur ce point. On sait qu'il prend les vices, la vieillesse ainsi que les crimes, parce que c'est le tableau qui va avoir les mains ensanglantées après le meurtre de Basile, mais pour ce qui est des blessures, on va dire qu'il n'a pas voulu tenter l'expérience. Il faudrait demander à l'auteur pour avoir la réponse. Tu te rends compte que ça va pas être possible. Avec de la volonté, tout est possible. Ok, bah écoute, on va l'appeler, hein. Allô? Bon, il arrivera à échapper à son assassin, mais il sera traqué par ce dernier durant quelques temps. Et il va finir par le tuer? Non, parce que James se fera tuer bêtement lors d'une partie de chasse. Cependant, c'est une fois cette menace envolée que Dorian... Mais ça n'a aucun sens! Comme dit en intro, il fait partie des personnages rajoutés du roman. Donc, c'est une fois cette menace envolée que Dorian décide de devenir un homme bon, afin de redorer son image au sens propre. Sauf que ça ne va pas marcher. Il aura beau se comporter en grand seigneur, le tableau lui renverra toujours cette même image hideuse. Et il ne restera plus à Dorian qu'une seule chose à faire, détruire la peinture en plantant un couteau à l'emplacement de son cœur. Et ce faisant, on retrouvera dans la nuit le corps sans vie d'un vieil homme, transpercé par une lame et uniquement reconnaissable à ses vêtements. Ainsi mourut l'orgueilleux Dorian Gray. Pauvre garçon. Qui peut encore te regarder aujourd'hui? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir. Allô? Allô? Non mais c'est pas vrai, je crois qu'il m'a raccroché au nez. Allô? Ah, il n'y a plus de respect de nos jours.